me demande souvent quel sera le monde de demain. Et comme je suis curieux, je cherche des réponses. Je m'appelle Mathieu Hamel. Il y a quelques années, je n'y connaissais rien au retail, à la data, à la tech. Comme ça me passionne, j'ai décidé de vous emmener à la découverte de ce monde en m'appuyant sur des invités inspirants. On va explorer ensemble les recoins fascinants du e-commerce, alimentés par la data et propulsés par la tech. Et j'ai une promesse à vous faire. Des entretiens passionnants avec des experts de l'industrie et vous verrez plein d'anecdotes. La data, ça peut être aussi un vecteur de trafic, ça peut être un vecteur d'amélioration de business, ça peut être un vecteur aussi d'optimisation des ressources. C'est aussi une transformation organisationnelle à mettre en place dans ces équipes. Aujourd'hui, on va parler d'une part de business, le business magasin, le terrain, le quotidien des relations avec les enseignes, les marques, et de data, de big data et tout ce qui en découle. Comment la data est passée d'un support pour le business à un élément créateur de business, d'un outil de prise de décision à un outil pour créer des discussions. On va parler de l'impact de la data, comment l'utiliser pour créer des synergies, quelles sont les perspectives permises par l'âge d'or de la donnée. Comment ces deux mondes du business et de la data ont fini par se rencontrer pour créer des nouveaux mondes, et qui en sont les insiders. Notre invité du jour illustre parfaitement ce dont je parle. Son parcours est celui d'un insider des nouveaux mondes. Sachez que ce témoignage est personnel et que notre invité ne parle pas au nom du groupe L'Oréal. Je suis avec Glenn Cloarec, Retail Data Acceleration Lead chez L'Oréal Europe. Salut Glenn. Salut Mathieu. Avant toute chose, je vais te demander de te présenter toi-même en 20 secondes. En 20 secondes, c'est un exercice assez challenging. Écoute, j'ai 42 ans, je suis breton. J'ai commencé ma carrière dans différentes entreprises. J'ai rejoint le groupe L'Oréal il y a 8 ans. Toujours sur du sales. Et depuis maintenant quelques mois, je suis en charge de l'accélération de tous les projets de partenariat autour de la data pour L'Oréal. Ok. C'est ce que je m'étais noté. Tu as commencé à des postes plutôt commerciaux, chef de secteur, compte clé, directeur national de vente, majoritairement dans le retail. Et tu as ensuite switché sur un poste focus data. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision, cette opportunité ? Alors d'abord, je reste quand même dans mon environnement de prédilection parce que c'est de la retailer data partnership. Donc c'est vraiment avec les retailers qu'on veut bâtir ces projets. Après, c'est une suite assez logique parce que quand tu travailles avec un distributeur, tu travailles finalement aussi au service du consommateur. Et assez vite, je me suis rendu compte que dans mon parcours de carrière, dans ma relation avec les distributeurs, on n'était pas très data-driven dans nos discussions. Il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup d'intuitifs, il y a beaucoup de personnel. C'est très bien. Mais dans les faits, avoir un peu plus de data pour driver nos décisions, c'est clé. Et puis, il y a un facteur assez changeant ces dernières années qui est le retail média, qui devient un très gros sujet d'investissement. Quelqu'un qui connaît le commerce pour développer ces sujets de retail média avec une expertise aussi de la collaboration data, ça s'avérait nécessaire. Et dans mon parcours, je me suis retrouvé en fait un certain nombre de fois avec trop peu de données et un peu de frustration sur comment on pouvait utiliser la data pour faire un meilleur business. D'où cette idée, à un moment donné, d'aller accélérer avec le groupe qui m'a suivi sur cette idée de comment réfléchir à un partenariat et de la collaboration autour de la data. Ok, donc c'est toi qui es à l'origine de cette idée de ce poste et de... Oui, complètement. Écoute, en fait, je me suis retrouvé avec pas toutes les réponses à l'époque quand je me suis retrouvé avec ces discussions-là avec les retailers. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller bâtir sur ce que j'ai pas eu à l'époque pour aider les prochains partenariats à se mettre en place. Et en termes de quantité de data, est-ce qu'elle permet, qu'est-ce qui est évident aujourd'hui qui l'était pas il y a 5 ans ? Alors, pour te donner une illustration, il y a 5 ans, je m'occupais d'un compte en France. Les seules data qu'on avait à mesurer, finalement, c'était le sell-out, donc les ventes, au mois. Et j'avais même pas de reconsolidation avec ce que je vendais. Donc, j'étais même pas capable d'évaluer le stock. Autant te dire que ça a beaucoup changé maintenant en 5 ans, puisqu'on arrive maintenant en fait aussi à avoir de la donnée granulaire aux consommateurs, au point de vente, à la journée. Les gros facteurs, c'est d'abord l'essor du e-commerce. Le e-commerce, c'est l'accélération, la multiplication du niveau de données que tu peux récupérer de façon instantanée, quotidienne, à l'instar d'Amazon, qui a mis en place aussi en fait une stratégie de data beaucoup plus élargie. Donc au fur et à mesure de l'essor du e-commerce, on se rend bien compte que la data, elle est hyper importante dans notre façon de travailler. Je ne vais pas te parler de téraoctets de données, mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on a tellement de données que l'un des gros objectifs, c'est déjà de la mesurer, de la cadrer, de la simplifier, de la stratégiser. Et c'est un des premiers enjeux, en fait, aujourd'hui, sur la collaboration de la data. Quels sont ces enjeux, justement, autour de la mesure de ces données Alors, le premier enjeu, je pense que c'est d'abord un enjeu de priorisation. C'est-à-dire qu'en fait, avoir beaucoup de données, c'est bien, mais il faut de la ressource, en fait, aussi, pour structurer cette donnée, pour l'architecturer, pour la calibrer. Après, une fois que tu as commencé à faire ce travail d'harmonisation, de consolidation, de qualité de la donnée, il y a un énorme enjeu derrière qui est celui de la priorisation de ce qu'on appelle les use cases. C'est-à-dire, en fait, cette data, elle sert à quoi ? Pendant des années, en fait, on a été très
individuelle ou très finalement intuitionnelle. C'est-à-dire qu'on avait tout d'un coup une envie de se dire tiens, je vais aller analyser telle chose, c'était fait dans un pays, sur un client, c'était fait comme ça de façon un peu, j'allais dire, non structurée. Maintenant, on a besoin d'avoir beaucoup plus d'harmonisation et de consolidation de ça, et la mesure, elle est hyper importante. Être capable de mesurer ce qui fonctionne et adapter finalement nos investissements à ce qui fonctionne le mieux, c'est indispensable, et la qualité de la data te permet de faire ça. Pour comprendre le contour des partenariats data stratégiques que tu as avec L'Oréal, à quelles données tu as accès et est-ce qu'il y a des données qui sont partagées, pas partagées, ce dont tu as besoin pour travailler ? Est-ce que tu peux en parler un peu ? Oui, bien sûr. En fait, je pense que les partenariats de la data, il y a quatre étapes clés. La première étape de partenariat de la data, elle date d'un certain nombre de temps. C'est le partage quand même de la donnée de vente. C'est la donnée essentielle. Après, il y a la donnée supply chain qui est venue assez tôt dans les discussions. Ça fait déjà une vingtaine d'années. Et puis, l'accélération de ces dernières années, elle vient vraiment de la donnée consommateur, la donnée shopper. Le partage, en fait, de ce qu'on appelle les card holders inside, donc les porteurs de cartes fidélité, te permettent de comprendre beaucoup plus le comportement shopper. Donc les premières ébauches de partage de données étaient de la donnée agrégée. Ça permet d'avoir une mesure sur, par exemple, quel est le niveau moyen d'achat. Est-ce que les gens achètent un panier, en général, 2,5 produits dans le panier sur la catégorie donnée. Là, depuis quelques années, on arrive à avoir maintenant une donnée beaucoup plus granulaire, qui est justement la donnée du comportement consommateur au quotidien, basée sur les transactions. C'est de la donnée totalement anonymisée, et c'est ça, je pense aussi, le gros game changer de l'équation, c'est qu'en fait, on n'est pas sur de la donnée personnelle, on est sur de la donnée comportementale anonymisée, qui te permet d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de tes marques, de comportement consommateur, et donc des enjeux derrière de transformation de ton modèle. Donc ça s'est fait de façon très, très granulaire. Après, quel niveau de données est partagé ? Aujourd'hui, c'est très différent d'une enseigne à l'autre, d'un pays à l'autre aussi. Je pense qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus matures sur ce sujet. Les États-Unis, bien sûr, l'Asie, évidemment. Le UK en Europe est plutôt en avance. Ça dépend des retailers. Moi, ce que je vois par contre, c'est qu'il y a un enjeu à aller vite. Le premier qui finalement comprend l'intérêt de partager de la donnée et d'être vraiment dans un mindset de data collaboration, il a beaucoup plus de chances en fait, qu'on renforce l'activité auprès de lui. Donc il y a vraiment une course de vitesse. Et ça, ça dépend évidemment de chaque retailer. Et au vu des multiples canaux sur lesquels sont distribuées vos marques, est-ce que vous avez intérêt à croiser les données de ces différents canaux et même pour les retailers, en fait, est-ce que eux, ils ont intérêt à vous laisser croiser leurs données que vous utilisez pour tirer des learnings, même pour vos autres canaux de distribution? Sûrement, je pense que là-dessus, L'Oréal, on est peut-être une société un peu atypique. Le consommateur de beauté, aujourd'hui, par essence, il est omnicanal et omnicircuit. En fait, c'est rare que tu achètes tous tes produits de beauté chez un seul fournisseur. En général, tu vas chez le coiffeur, tu vas chez le pharmacien pour acheter d'autres types de produits, tu vas aussi en GMS, et de temps en temps, tu vas peut-être aux Galeries Lafayette pour acheter un produit de luxe pour le cadeau de ta maman. Donc en fait, arrive un moment, oui, évidemment, sur une société comme L'Oréal, comprendre le consommateur de beauté, se dire, tiens, il achète finalement beaucoup plus ce consommateur-là en pharmacie, un peu moins en GMS, il achète tel type de produit, ça a de l'intérêt pour les retailers à partir du moment où ils considèrent qu'on est capable d'amener du trafic ou de développer les ventes chez eux par rapport à un autre circuit. Là-dessus, on est assez atypique. On n'a pas 90% de nos consommateurs qui achètent en GMS, par exemple. Donc oui, évidemment, le partage de données est important. Et ça, j'ai envie de te dire, il y a des enseignes qui l'ont très vite compris, en fait, que les enjeux de conversion, de panier moyen, de développement justement cross-circuit, plus intéressant que de préserver son petit précaré avec sa data pour finalement travailler l'entre-soi. On en parle de façon assez simple depuis tout à l'heure, comme si c'était logique, mais en fait, la discussion qu'on a, et notamment autour de ces partenariats stratégiques data, est assez lunaire, qu'on l'est aujourd'hui. On voit la différence dans les échanges que tu peux avoir avec les enseignes par rapport à il y a quelques années. Est-ce que tu as un exemple de partenariat stratégique dont tu peux nous parler, pour illustrer un peu la description qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y en a en effet qui ont pris de l'avance. Il y a un distributeur français aujourd'hui avec lequel on travaille très bien et qui a assez vite compris qu'au-delà des enjeux transactionnels classiques entre guillemets dans la distribution française, la data, ça peut être aussi un vecteur de trafic, ça peut être un vecteur d'amélioration de business, ça peut être un vecteur aussi d'optimisation des ressources, c'est aussi une transformation organisationnelle à mettre en place dans ces équipes. Et ça a permis d'aller accélérer de vitesse exceptionnelle les enjeux de data collaboration et de retail média. On a commencé sur la France et sur l'Espagne. En fait, ça amène une réflexion dans laquelle on se met autour de la table pour réfléchir ensemble à des solutions d'optimisation de business plutôt que d'être
un peu a posteriori sur des constats et sur de l'affrontement, entre guillemets, sur des postulats de départ. Là, on se met autour de la pièce, on se dit, ok, on a perdu des consommateurs, par exemple, sur tel type de catégorie. Quels sont les impacts ? Pourquoi est-ce qu'on les a perdus et comment on peut matérialiser demain un plan d'action ensemble qui permet d'aller chercher plus de conversions, plus de ce type de shopper éventuellement. Et ça, c'est hyper intéressant. On arrive à basculer en fait sur un modèle un peu plus anglo-saxon dans lequel les partenariats s'inscrivent d'abord dans de la collaboration autour de la data. Ces changements organisationnels amènent plusieurs types de profils autour de la table. Qu'est-ce que ça implique concrètement pour toi, qui endosse ce rôle un peu de chef d'orchestre au milieu d'équipes data, tech, business, marketing ? Comment tu deals avec tout ça ? C'est pas simple, parce qu'en fait, on a aussi historiquement tous une expertise métier hyper forte. Je pense que le premier des points, c'est qu'il faut clarifier la gouvernance interne. Il y a vraiment des gens qui sont en charge là de structurer la donnée, et il y a d'autres personnes qui sont en charge de répondre à un besoin métier. Et avant tout, on parle du besoin métier. Le besoin métier, c'est de servir le consommateur et c'est d'accélérer le business avec nos distributeurs ou nos partenaires. Une fois que tu as mis ça en place, tu définis tes priorités avec les enjeux de chacun des retailers. On ne va pas pouvoir bâtir une organisation demain, one size fits all, qui va servir tous les besoins de tous les distributeurs. Ça ne marchera pas. Chaque distributeur a des spécificités, donc on préfère bâtir une équipe plutôt agile à côté, avec un lead métier qui est hyper important. Donc en l'occurrence, moi, j'ai eu la chance de découvrir un peu tous ces enjeux. Je ne serai jamais un expert du média, je ne serai jamais un expert de la data, mais j'arrive à comprendre un tout petit peu les environnements des uns et des autres pour savoir ce qui est faisable, sous quel horizon et pour répondre à quel besoin métier. C'est avant tout de la priorisation, de la coordination, et c'est ce qui fait aussi le plaisir de ce métier-là, c'est de travailler ensemble avec des expertises diverses. On voit avec ce que tu dis qu'on n'a plus d'opposition entre data, business, médias, CRM. C'est la naissance d'un nouveau monde, je dirais. Comment tu vois ça ? Un nouveau monde, je sais pas, mais en tout cas, une très forte évolution, c'est clair. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu te rends compte qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, d'un point de vue réglementation, arrêt de prospectus, digitalisation en fait de notre façon de travailler, on a besoin d'apporter des expertises qui n'étaient pas encore dans les équipes sales, historiquement. En tout cas, à destination du retailer. Donc en effet, aujourd'hui, tu es obligé d'amener de l'expertise diverse. Quand on parle de retail média, par exemple, il y a un certain nombre de choses que tu vas pouvoir mettre en place qui sont hyper complémentaires de ce que tu faisais toi avant en tant que sales. Par exemple, est-ce que je dois faire une campagne de médias avant une grande promotion annuelle pour augmenter la considération, l'awareness ? Par exemple, se dire à un consommateur qui n'a pas racheté le produit de façon récurrente, est-ce que ça vaut le coup de lui envoyer une newsletter plutôt que de refaire une promotion ? Tous ces enjeux de transformation, ils sont basés sur des nouveaux KPI de mesure, dont un qui devient un peu référent, qui est le Consumer Lifetime Value. Or, le Consumer Lifetime Value aujourd'hui, c'est à la croisée de toutes les activations que tu peux faire auprès de ton consommateur. On n'a pas encore très bien défini qui va s'en charger. Ce que je sais par contre aujourd'hui, c'est que c'est forcément une expertise diverse autour de la table qui va contribuer à améliorer ce Consumer Lifetime Value. On en est là, on commence à bâtir des cas d'usage qui fonctionnent bien, on n'a pas encore tout finalisé, mais c'est la construction de l'organisation de demain, elle va se baser autour de ces nouveaux KPI. Quand on pense à L'Oréal, on pense plutôt au marketing, à son image. Qu'en est-il en réalité sur la partie data, sur son avancement par rapport au marché en général ? Alors tu as raison, d'abord L'Oréal c'est en effet des produits, c'est de la recherche, c'est de l'innovation, c'est du marketing aussi, on est un gros annonceur média, donc on avance très vite sur la partie retail média, les US plutôt en avance, avec l'Asie aussi qui est des marchés qui sont des marchés plus matures que l'Europe sur ces sujets. On a accéléré, on a stratégisé, on a mis des experts sur le sujet, on a clarifié tout ça. Donc là, on est en train d'avancer à marche forcée. Et je pense qu'on est vraiment aujourd'hui dans les entreprises les plus à même d'affronter cette transformation-là autour de la data. Pour aller plus loin sur ces sujets de data, tu es plus ou moins obligé de passer par la partie tech. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez décidé ou que vous comptez travailler, que vous travaillez peut-être déjà chez L'Oréal ? Oui, bien sûr. Je pense que dans l'accélération dont on parle, il y a un nouveau service qui a été créé il y a quelques années qui s'appelle la Beauty Tech. Alors, Beauty Tech, ça implique beaucoup de choses. Ça implique de la tech d'un point de vue produit pur. Par exemple, notre CEO a fait l'introduction du CES à Las Vegas il y a peu de temps pour présenter un nouveau produit pour les coiffeurs qui était révolutionnaire en son genre. Il y a une autre partie un peu moins communiquée qui est au sein de la Beauty Tech, l'accélération d'outils et finalement de création de produits pour l'interne qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin.
Moi, j'ai une question autour de la rapidité. Aujourd'hui, on a besoin de quelque chose qui va vite pour s'adapter aux consommateurs. Et j'imagine que la course a déjà commencé. Quelles sont tes attentes, toi, d'un point de vue réactivité shopper, ou ta vision ? Ma vision déjà, c'est qu'on ne peut pas céder non plus tout de suite à la réactivité immédiate, parce que ça te fait faire sans doute prendre des décisions peut-être un peu contre-productives. Et en fait, il y a quand même deux visions distinctes pour moi. Il y a en effet comment on peut être plus réactif à des consommateurs qui sont plus zappeurs, qui sont plus intuitifs aussi dans leur consommation, plus digital. En effet, quand tu vas sur un site e-commerce, c'est quand même assez facile de sortir le produit de ton panier, un peu moins quand tu vas dans ton magasin, que tu as mis le produit dans ton panier, que tu t'es déplacé. Donc il y a d'abord des environnements consommateurs qui sont très différents. On peut être plus réactif, on le fait déjà. Sur du e-com, en effet, on va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite sur une réactivation d'un contenu, d'une landing page, d'une bannière. Donc il y a beaucoup plus de choses qui se font sur l'e-com. En magasin physique, pas forcément. Et puis après, il faut quand même un temps long sur la construction de l'offre, sur la compréhension des besoins shopper. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc il faut trouver un équilibre entre la réactivité et la structure aussi de ton offre et de ton business model. Tu vas pas tout changer du jour au lendemain. Là, il y a une course à la rapidité, à mon sens. C'est plutôt sur la volonté ou non d'accélérer dans un partage de vision sur la data et la collaboration autour de la data. Parce que c'est une période clé dans laquelle on est en train de structurer nos équipes, de structurer nos outils. Ça prend de la ressource, ça prend du temps, on ne pourra pas le faire avec tout le monde. Quelque part là-dessus, l'enjeu de la rapidité, pour moi, c'est plutôt au premier qui arrivera à comprendre que la collaboration a beaucoup plus de sens à fonctionner, en tout cas avec nous, que le transactionnel tel que ça existait à l'époque. Merci beaucoup Glenn d'être venu, c'était passionnant. Glenn, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Beaucoup plus de collaboration encore plus vite, et puis que les gens qui ont envie de travailler m'appellent. C'est tout ce qu'on te souhaite alors. Merci. Merci à tous d'avoir écouté ce deuxième épisode des Insiders des Nouveaux Mondes. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, on a vraiment pris du plaisir. Je remercie François Quérel de The Media Leader, Romain Burja à la réalisation et Nicolas Tranois avec qui on a construit cet épisode. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou Deezer, et rendez-vous sur luckycart.fr. À très vite.